Bonjour mes élèves de 4e. Nous venons de terminer le parcours sur la reproduction humaine et du coup, je vous propose de faire un petit point puisque nous avons fini et que je vais vous proposer ensuite un petit QCM pour vous évaluer. Je préfère avant, puisque quand même on travaille à distance, vérifier avec vous que vous avez compris tous les points. J'ai donc intitulé cette petite partie « Faisons le point sur le parcours reproduction ». Alors, pour savoir si tu as bien tout compris, je te demande tout d'abord si tu as compris ce que sont la puberté, les caractères sexuels primaires et secondaires. Donc, je te rappelle que la puberté, ça va être en fait un ensemble de transformations biologiques et ces transformations, elles vont concerner plusieurs organes et elles vont se dérouler sur plusieurs années. Selon les personnes, il y a des variations, ce n'est pas forcément exactement au même moment, mais dans tous les cas, ça va permettre de passer de ce qu'on appelle l'enfance à l'âge adulte, c'est-à-dire l'incapacité de se reproduire à la possibilité de se reproduire et d'avoir des enfants. Ce qu'on appelle les caractères sexuels primaires, ce sont les caractères sexuels visibles depuis la naissance, c'est-à-dire ce qui nous permet de différencier un petit garçon d'une petite fille depuis la naissance. Il s'agit donc bien évidemment de l'appareil reproducteur du petit garçon et de la petite fille. Donc là, à l'extérieur, on voit les bourses et le pénis, et ici, on voit simplement la vulve de la petite fille, et à l'intérieur, il y a les deux ovaires. Donc les appareils reproducteurs sont bien là, mais ils ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'ils sont visibles, ils sont déjà en place, mais ils ne sont pas capables de fabriquer des cellules reproductrices. Donc les caractères sexuels primaires sont là depuis la naissance, mais ne vont se mettre à fonctionner qu'à la puberté. En revanche, les caractères sexuels secondaires n'existent pas depuis la naissance, on ne les voit pas. Eux, ils ne vont apparaître qu'à la puberté. C'est par exemple les seins qui se développent chez les filles, c'est par exemple les os du bassin qui s'élargissent, c'est par exemple les poils pubiens qu'on voit chez les garçons et les filles d'ailleurs. Chez les garçons, ça va être le développement de la musculature, la mue de la voix, etc., etc. Donc ça, ce sont les caractères sexuels secondaires. Eux, ils apparaissent à la puberté et ils différencient un homme d'une femme. Ensuite, as-tu compris comment fonctionne l'appareil reproducteur de l'homme? Donc l'appareil reproducteur de l'homme, j'ai mis ici une vue de profil et ici une vue de face. Il est constitué de plusieurs organes. Les organes qu'on connaît le mieux, c'est le pénis et les testicules qui sont à l'intérieur des bourses. Et ce qu'on connaît un petit peu moins bien, c'est la prostate et les vésicules séminales. Donc les vésicules séminales, de face, on voit bien qu'il y en a deux, tandis que la prostate, elle est unique. On voit que les testicules, en fait, sont reliés à l'épididyme, c'est un lieu où vont être stockés les spermatozoïdes. Ensuite, sont reliés à ce qu'on appelle les canaux déférents, je dis les parce qu'il y en a deux, un qui relie chaque testicule, à ici un petit tube qui est à l'intérieur du pénis qu'on appelle l'urètre. L'urètre permet à la fois le passage des spermatozoïdes, mais aussi de l'urine, vu qu'elle est reliée également à la vessie. Les vésicules séminales et la prostate sont des organes importants pour la reproduction, puisque c'est elles deux qui vont fabriquer le liquide séminal, c'est-à-dire le liquide nourricier, qui va constituer 90% du sperme et qui va contenir en fait tous les éléments indispensables à la mobilité des spermatozoïdes. Si les vésicules séminales ou la prostate sont absentes, eh bien malheureusement, il n'y aura pas assez de liquide nourricier, les spermatozoïdes ne pourront pas se déplacer pour atteindre les ovules. Donc ici, c'est un testicule qu'on voit tranché. On a enlevé un petit bout de testicule et on s'aperçoit qu'à l'intérieur, en fait, il y a des tubes. On les appelle les tubes séminifères.
Ici, c'est un tube qu'on a tranché à nouveau. Alors, ce sont bien sûr des fausses couleurs, c'est simplement pour nous permettre de différencier les différentes zones. Et là, on voit qu'au départ, c'est, on va dire, là où commencent à se former les spermatozoïdes. On voit juste des têtes, puisqu'au fur et à mesure qu'ils se développent, eh bien, ils vont avancer à l'intérieur du tube vers le centre. Et ici, ils ont acquis également leurs flagelles. Ces petits traits bleus qu'on voit, c'est les flagelles des spermatozoïdes. Les testicules se mettent à fonctionner à la puberté jusqu'à la mort de l'homme, en continu. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, ils vont fabriquer des milliers de spermatozoïdes. Depuis la puberté jusqu'à la mort, ils ne s'arrêtent jamais. Ces spermatozoïdes sont stockés à chaque fois juste au-dessus dans l'épididyme. S'ils ne sont pas utilisés, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'éjaculation, eh bien, ils vont s'autodétruire au bout de quelques jours. Un spermatozoïde, c'est une cellule, alors on ne dit pas vraiment qu'elle meurt, mais en tout cas, elle a une durée de résistance de quelques jours, et après ces quelques jours, elle se détruit. Voici un spermatozoïde, il est constitué d'une tête, d'une petite zone intermédiaire ici, c'est là où il y a en quelque sorte sa machinerie énergétique pour lui permettre de se déplacer. Et ici, c'est son flagelle. Le flagelle est capable de battre et c'est lui qui va permettre au spermatozoïde de se propulser et de se déplacer pour atteindre l'ovule. Le spermatozoïde est donc capable de parcourir plusieurs centimètres, alors que je vous rappelle qu'il est microscopique. Donc pour nous, c'est comme si on parcourait la distance qui nous séparait de la Terre à la Lune. C'est gigantesque pour un spermatozoïde. C'est donc des cellules qui ont une énorme capacité. Maintenant, as-tu compris comment fonctionne l'appareil reproducteur de la femme? Voici l'appareil reproducteur de la femme de face et voici son appareil reproducteur de profil. L'appareil reproducteur de la femme est comme l'homme symétrique, c'est-à-dire qu'on reconnaît, elle aussi, elle a 2 ovaires, elle aussi, elle a 2 trompes. Ici, ce premier creux, c'est ce qu'on appelle son vagin, donc on le voit ici. Au fond du vagin, il y a une zone un peu plus resserrée, c'est ce qu'on appelle le col de l'utérus, qui donne dans un petit creux, c'est l'utérus. L'utérus, il est enveloppé d'une paroi qu'on appelle la muqueuse de l'utérus. On lui donne aussi le nom d'endomètre, mais nous, c'est pas à savoir. Et derrière, il y a ce qu'on appelle des muscles. On donne aussi le nom de myomètre, mais nous, c'est toujours pas à savoir. Ça nous suffit de savoir qu'il y a des muscles et une paroi. Ici, nous avons les 2 trompes. Donc, lorsque un ovaire libère un ovule, il va être capturé par les pavillons de la trompe, c'est les espèces de petits bras qu'on voit autour, et il pourra aller comme ça à l'intérieur des trompes. L'appareil reproducteur s'appelle la vulve vue de l'extérieur. Il est constitué des lèvres, il est constitué du clitoris. Donc le clitoris, c'est une petite extension ici qu'on voit à l'avant de l'appareil reproducteur. C'est l'équivalent en fait du pénis chez l'homme. Donc pour la femme, il n'a pas vraiment de rôle à part pour procurer du plaisir. Ici, il y a l'orifice urinaire, par où va sortir l'urine, et ici, il y a l'orifice génital. Donc, chez la femme, l'urine et le bébé, par exemple, n'utilise pas, bien sûr, le même orifice. Il y a 2 orifices différents. L'orifice reproducteur n'est pas le même que l'orifice urinaire. Ici, on voit en 3D l'appareil reproducteur chez la femme dans son bassin. Et là, on voit l'utérus lorsqu'il n'y a pas d'embryon, puisque bien sûr, il va être capable ensuite de s'éteindre si jamais il y a un embryon qui grandit à l'intérieur. Donc là, c'est l'appareil reproducteur de la femme lorsqu'elle n'est pas enceinte. Alors, l'ovaire, c'est l'ovaire qui va fabriquer et libérer les ovules. Il faut savoir que les ovules sont déjà fabriqués dès la naissance de la petite fille. Donc dans l'ovaire, il y a un stock d'ovules déjà présent. Mais bien sûr, à la naissance, les ovules ne sont pas libérés. Il faut attendre la puberté pour que les ovaires se mettent à libérer un ovule par cycle. Ici, on voit une coupe dans un ovaire.
c'est-à-dire une tranche d'ovaire. À l'intérieur, on voit qu'il y a justement des petits poches, c'est ce qu'on appelle des follicules. Les ovules ne sont pas tous mûrs, ils vont en fait mûrir au cours des cycles. Donc il y a des poches qui sont vides parce qu'elles ont déjà libéré par exemple un ovule. Il y a des poches qui sont toutes petites parce que l'ovule n'est pas mûr. Et puis il y a des poches qui sont je veux dire, beaucoup plus grosses. C'est parce que l'ovule est prêt à être libéré pour l'ovulation. Donc les ovaires, donc ici c'est une reconstitution avec un microscope électronique à balayage, c'est-à-dire qu'on voit en 3D, mais les couleurs sont fausses, hein, c'est simplement pour bien voir les choses. En marron foncé, c'est la paroi de l'ovaire et on voit que cette paroi s'est déchirée ici pour laisser sortir un ovule. Alors ça, les femmes, elles ne le sentent pas lorsque la paroi se déchire, hein. C'est simplement que l'ovule va pouvoir se libérer et être capturé par les trompes. Et il attendra là qu'un spermatozoïde arrive s'il y a un rapport sexuel. Donc lorsque l'ovule est libéré, on appelle ça l'ovulation. Attention, l'appareil reproducteur de la femme ne fabrique pas des milliers d'ovules par seconde comme l'appareil reproducteur de l'homme qui fabrique des milliers de spermatozoïdes par seconde. Non, là on va libérer un seul ovule par cycle, c'est-à-dire un seul ovule environ tous les 28 jours. Un cycle chez les femmes dure en moyenne 28 jours, mais ça peut être un peu plus ou un peu moins. Donc au cours d'un cycle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un ovule se prépare à mûrir, donc petit à petit, il grossit. Lorsqu'il est prêt, eh bien, l'ovaire va le libérer, il est donc capturé ici par les trompes, et puis ensuite, petit à petit, la poche vide va on va dire, s'atrophier et disparaître. Donc ça, c'est ce qui se passe au cours de ce qu'on appelle le cycle des ovaires ou encore cycle ovarien. On a donc au cours de ce cycle une seule ovulation par cycle. C'est-à-dire qu'on a un ovule libéré tous les 28 jours. Parfois, il peut se poser une anomalie et l'ovaire libère 2 ovules. Dans ce cas-là, s'il y a 2 spermatozoïdes qui les fécondent, eh bien on aura des faux jumeaux. Ça peut arriver. Pour savoir quand a lieu l'ovulation, eh bien il faut d'abord connaître la durée d'un cycle en moyenne. Un cycle débute toujours le premier jour du cycle par le premier jour des règles. Ça dure en moyenne 4-5 jours chez les femmes. Et ensuite, pour savoir quand aura lieu l'ovulation, il faut toujours enlever 14 jours avant les règles suivantes. C'est-à-dire si le cycle dure 28 jours, je fais 28 moins 14 et l'ovulation aura lieu le 14e jour. Attention, si le cycle dure 30 jours moins 14, je trouve cette fois-ci que l'ovulation aura lieu le 16e jour. À l'inverse, si le cycle dure que 26 jours, 26 moins 14, je trouve cette fois-ci que l'ovulation aura lieu le 12e jour. Bon, il faut savoir ensuite que chez les femmes, ce n'est pas aussi précis et régulier, surtout au début, lors des premiers cycles, les cycles sont très irréguliers. C'est-à-dire que d'un coup, ils peuvent durer 28 jours, puis le cycle d'après durera 32 jours, puis le cycle d'après 26, puis le cycle d'après 27, etc., etc. Il faut souvent plusieurs années avant que les cycles soient vraiment réguliers et durent exactement le même nombre de jours. Ce qui veut dire que c'est assez dur au départ de savoir exactement à quel moment a lieu l'ovulation. Ce n'est pas une science exacte. La femme possède aussi un cycle utérin, c'est-à-dire le cycle de son utérus. En effet, la paroi de l'utérus subit des modifications au cours du cycle. Tout d'abord, au tout début du cycle, la paroi va se décrocher. C'est ce qu'on appelle les règles. Ensuite, progressivement, elle va être fine, puisque bien évidemment elle vient de se décrocher, donc elle va être à nouveau très mince. Elle va petit à petit s'épaissir. Elle s'épaissit dans l'objectif de permettre à un éventuel embryon, si jamais il y a eu une fécondation entre l'ovule et le spermatozoïde, de venir s'accrocher sur la paroi. Donc ici, après l'ovulation, on a une paroi qui est très épaisse et si jamais il n'y a pas eu d'embryon, à nouveau, la paroi va s'éliminer tout simplement parce qu'elle aura vieilli et
il faudra refabriquer une paroi toute neuve pour accueillir l'embryon. Ici, ce sont des photos. Donc là, c'est des photos d'une paroi juste après. Donc c'est une tranche de paroi. C'est pour ça qu'elle est fine. Juste après les règles. Donc là, c'est la couche de muscle de l'utérus. Et ici, c'est la couche de la muqueuse. On voit que dans la muqueuse, il y a des petites glandes, mais toutes petites. Et qu'en plus, elle n'est pas très épaisse. Donc endomètre, c'est la muqueuse de l'utérus. Et il y a un tout petit peu de vaisseau sanguin. Là, en revanche, c'est la photographie d'une tranche de paroi d'utérus après ovulation, c'est-à-dire lorsqu'elle a eu le temps à nouveau de s'épaissir. Ici, c'est la couche de muscle et ici, tout ça, cette fois-ci, c'est la paroi. Donc, on voit cette fois-ci qu'il y a beaucoup de glandes à l'intérieur de la paroi et on voit aussi qu'il y a plein de vaisseaux sanguins. Donc, cette paroi, elle est riche en glandes qui vont fabriquer du sucre et riche en vaisseaux sanguins qui permettront d'apporter du sang. Tout ça pour les échanges et pour permettre à l'embryon, bien sûr, de grandir lorsqu'il sera fixé, accroché à la paroi. As-tu compris comment se forme un embryon? L'embryon, c'est donc le résultat de la fécondation, c'est-à-dire de la rencontre d'un seul spermatozoïde avec un seul ovule. Il n'y a jamais deux spermatozoïdes pour un ovule, c'est impossible. C'est toujours un spermatozoïde, un ovule. Même pour les vrais jumeaux. Pour les vrais jumeaux, un spermatozoïde, un ovule forment un embryon. Et cet embryon se divisera ensuite en deux pour former deux embryons. Mais c'est toujours un ovule, un spermatozoïde. Le moment où ils peuvent se rencontrer n'est pas au hasard dans le cycle. Si par exemple un rapport sexuel a lieu au début du cycle de la femme, eh bien, étant donné que l'ovule n'aura pas été libéré, un spermatozoïde ne pourra pas le rencontrer. Si un rapport sexuel a lieu à la fin du cycle de la femme, eh bien là, cette fois-ci, l'ovule aura été libéré depuis trop de temps. Du coup, c'est pareil, il aura disparu puisqu'un ovule reste en moyenne entre 24 et 48 heures et donc il n'y a plus de possibilité de fécondation. En revanche, il y a une période qu'on appelle la période de fécondité qui est aux alentours de l'ovulation. Là, un spermatozoïde pourra rencontrer un ovule. Quelques jours avant, puisqu'un spermatozoïde peut résister plusieurs jours et donc attendre dans les trompes que l'ovule soit libéré par l'ovaire et qu'il arrive. Et quelques jours après, 1 ou 2 jours grand maximum, puisque l'ovule peut résister entre 24 et 48 heures, donc le spermatozoïde pourra le rencontrer. Si le rapport sexuel n'a pas lieu dans cette période de fécondité, eh bien, il ne pourra pas y avoir formation d'une cellule œuf puis d'un embryon. En revanche, s'il y a un rapport sexuel durant cette période, eh bien là, nous allons avoir une cellule œuf. Donc ici, on voit par exemple les spermatozoïdes qui arrivent. Au bon moment, à la période de fécondité, il y a un ovule et la fécondation va être possible. Lorsqu'on a eu une fécondation, la cellule œuf va ensuite immédiatement se diviser. Donc au bout de 30 heures, on a déjà un embryon constitué de 2 cellules. Puis cet embryon se redivise et se redivise et se redivise. Vers 60 heures, il arrive dans l'utérus et il va pouvoir, au bout de 4-5 jours de périple, s'accrocher sur la muqueuse de l'utérus. C'est ce qu'on appelle la nidation. Donc ici, on voit notre petit embryon qui s'accroche sur, ce qu'on voit ici, ça, c'est qui a l'air bien douillette, c'est la muqueuse de l'utérus. Une fois qu'il est accroché, il va rester là pendant 9 mois. Il ne se décrochera plus. Donc notre cellule œuf est devenue un petit embryon. Notre embryon, pendant les 3 premiers mois de la grossesse, va fabriquer ses organes. Il ne possède pas tous ses organes, donc semaine par semaine, il va se mettre à fabriquer des organes qui ne fonctionnent pas encore, mais qu'il va petit à petit établir. Lorsque tous les organes sont prêts, c'est-à-dire au bout de 3 mois, on ne parle plus d'embryon, on parle de fœtus. Il va être beaucoup plus grand puisque le fœtus va subir lui une phase de croissance importante. Il sera plus grand et il aura tous ses organes. Donc ici, on a un fœtus. Le fœtus, comme l'embryon d'ailleurs, est relié ici
par ce qu'on appelle le cordon ombilical. Alors là, par transparence, on voit bien qu'à l'intérieur, il y a les vaisseaux de l'embryon, les vaisseaux du fœtus. Et ce cordon ombilical est relié au placenta. Le placenta est un organe d'échange dont on va parler dans quelques instants. L'embryon, le fœtus, se développe à l'intérieur d'une poche, la poche amniotique, dans laquelle il y a un liquide. Ce liquide permet à l'embryon et au fœtus de se développer dans les 3 dimensions de l'espace et d'amortir les chocs. C'est donc un liquide protecteur. Donc ici, voici notre fœtus, la tête en bas, relié par le cordon ombilical à cet organe extrêmement important, le placenta. Là, on voit en vrai une photographie, donc avec notre fœtus, ce cordon ombilical et le placenta. Et on voit bien qu'au niveau du placenta, il y a de très nombreux vaisseaux sanguins. C'est à cet endroit qu'a lieu les échanges entre la mère et son fœtus. Ici, on imagine qu'il y a la poche amniotique avec notre fœtus. Ici, on imagine donc qu'il y a l'utérus de la mère et la mère en somme. Et là, vous voyez, en fait, on voit un bout de placenta. Arrivent dans le placenta les vaisseaux de la mère. Les vaisseaux de la mère libèrent le sang de la mère à l'intérieur ici d'espace. Donc tout le sang de la mère va venir remplir ces espaces. Mais attention, la mère ne donne pas directement son sang au fœtus. Non. Le sang du fœtus arrive ici, lui, par des vaisseaux qui sont dans le cordon ombilical. Et ces vaisseaux arrivent ici, dans des espèces de petits plis qu'on appelle des villosités. Du coup, des éléments du sang de la mère vont pouvoir traverser ces petits plis et aller directement à l'intérieur du sang du fœtus. De quoi s'agit-il? Eh bien, la mère va apporter, grâce à ses artères ici, elle va apporter du sang qui contient des nutriments et du dioxygène. Donc, ces nutriments traversent ces villosités et vont pouvoir aller dans le sang du fœtus, ainsi que le dioxygène. En gros, on apporte de quoi nourrir le fœtus et de quoi lui permettre de respirer, puisque bien sûr à l'intérieur de son liquide amniotique, il ne peut pas respirer par son appareil respiratoire et il ne peut pas manger par son appareil digestif. Il obtient donc directement des aliments digérés, les nutriments, par le sang de sa mère, dont les nutriments ont traversé ensuite les villosités pour passer dans son sang, et pareil pour le dioxygène. Donc ça va aller dans son corps. D'autre part, lui, son corps a fonctionné, a fabriqué des déchets. Donc ces déchets, il vient les apporter ici à l'intérieur du placenta. Et ces déchets vont sortir de son sang, vont traverser les villosités et vont aller dans le sang de la mère. Et quand le sang de la mère repart par une veine, eh bien, il emporte avec lui les déchets du fœtus. Du coup, lorsque la mère éliminera ses propres déchets, elle éliminera avec les déchets du fœtus. Donc à chaque fois qu'elle va expirer, elle élimine le dioxyde de carbone du fœtus. Et chaque fois qu'elle va aller aux toilettes pour uriner, eh bien, elle va éliminer son urée, mais aussi l'urée de son fœtus. Voilà, normalement tu es prêt. Si c'est allé un peu trop vite ici, il y a certaines choses que tu n'as pas compris, n'hésite pas à aller revoir les anciennes vidéos tutoriels, n'hésite pas à regarder à nouveau celle-ci. Je considère que maintenant on connaît toutes les étapes essentielles de ce chapitre, de ce parcours. Du coup, tu vas pouvoir réaliser le QCM. C'est un QCM avec 20 questions. Tu as une semaine à peu près pour le réaliser. Prépare-toi bien. Une fois que tu l'auras fait, je verrai tes résultats et je pourrai comme ça t'évaluer. Je te souhaite donc bonne chance et je te dis à bientôt pour après découvrir le nouveau parcours. Au revoir.